Bonjour à tous. Merci d'être là malgré la chaleur étouffante de ces rencontres d'Aix. Merci de vous installer. Merci à ceux qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui occupe beaucoup la France et son modèle social, celui du plein emploi, vers une société du plein emploi. Alors, on a des intervenants prestigieux qui ont fait le déplacement. On excuse Stefano Scarpetta qui est souffrant et qui n'a pas pu venir à Aix cette année. Et écoutez, on va poser cette question. Alors, est-ce que le plein emploi, c'est un mirage auquel la France se refuse? Qu'en est-il de ce sujet-là, nous qui affichons un taux de chômage souvent entre 7 et 10%. Pour en parler, je suis très bien entourée, je vous le disais, puisque j'ai Stéphane Carcillo, qu'on ne présente plus, puisqu'il est membre du Cercle. Il est surtout directeur de la division emploi et revenus de l'OCDE. À ses côtés, François Omril, syndicaliste, CFE-CGC. On a l'habitude de dire que c'est le syndicat des cadres, mais pas que. Ainsi qu'à ses côtés, Christelle Morancet, vous êtes présidente de la région des Pays de la Loire. Merci d'être là. On a aussi Benoît Derigny, président de Manpower Group France. Donc on ne présente plus le groupe Manpower. Et puis, tout près de moi, Arnaud Gangloff, vous êtes à la tête de KEA, qui est le premier cabinet français de conseil auprès des directeurs généraux en stratégie et consommation, vous m'avez dit. Voilà. Donc peut-être on peut démarrer par un état des lieux, parce que ça fait toujours du bien de voir d'où on part. Et pour ça, Stéphane, c'est à vous. Merci beaucoup, Fanny. Non, je vais poser un peu les termes du débat. Je vais poser surtout beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre. Je vais quand même commencer par essayer de définir ce que c'est que le plein emploi, ce Graal qu'on essaie d'atteindre. Alors, il n'y a pas de définition très, je dirais, fixe et précise. On pense souvent que c'est un taux de chômage qui est proche de 5%. Il faut savoir que dans les pays de l'OCDE, en fait, il n'y a plus vraiment de chômage. Il y a quelques pays qui ont un taux de chômage au-dessus de 5%, dont la France. Mais la plupart sont en dessous de 5%, à 3,5%. On est dans des marchés du travail qui restent extrêmement tendus un peu partout. Et pour atteindre 5% de chômage en France, il faudrait créer 1 million d'emplois. Ça vous donne un ordre de grandeur. Deuxième définition du plein emploi, c'est le taux d'emploi, c'est-à-dire la part des personnes en âge de travailler qui occupent un emploi. De ce point de vue, la France a fait beaucoup de progrès, mais on est toujours on s'approche de 69% de taux d'emploi. C'est le taux le plus important jamais mesuré par l'INSEE, mais c'est 10 points en dessous de l'Allemagne. Et si on voulait atteindre le taux de l'Allemagne, qui est de 78%, il nous faudrait créer entre 3 et 4 millions d'emplois. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Donc si vous définissez le plein emploi comme un indicateur qui s'appuie sur le taux d'emploi, là l'objectif est quand même assez important. Alors, la deuxième question que je voudrais poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important le plein emploi? On peut se demander si c'est vraiment une priorité. C'est très important de plusieurs points de vue. D'abord, c'est très important pour la cohésion sociale, parce que l'emploi, c'est quand même ce qui définit beaucoup ce que font les personnes dans la vie. Ça les structure énormément et ça permet d'inclure dans la société énormément de gens. Donc l'emploi, c'est vraiment très important pour la cohésion sociale. C'est très important pour la richesse collective. Le PIB par tête, il dépend beaucoup du nombre de personnes qui sont en emploi. Et enfin, c'est très très important pour les finances publiques. Si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, il y aurait plus de 100 milliards d'euros de recettes sociales et fiscales en plus dans les caisses de l'État. Donc vous voyez, 100 milliards par rapport au débat actuel, c'est vraiment très important. Donc c'est un sujet, c'est quelque chose qu'on doit atteindre, c'est un sujet très important d'un point de vue social, économique et financier. Alors, je vais poser maintenant quelques questions. La France a entrepris beaucoup de réformes structurelles, qui expliquent peut-être d'ailleurs pourquoi on a eu une augmentation du taux d'emploi ces dernières années. On a fait des réformes sur le coût du travail, on a mené des réformes pour renforcer les incitations au travail, on a créé France Travail pour lever les freins périphériques à l'emploi, on a stimulé l'apprentissage, on a créé
le compte individuel de formation. On a remis de l'argent dans le système de formation. Et donc, on a l'impression d'avoir fait sur le champ, en tous les cas, du marché du travail, énormément de réformes. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore au plein emploi avec toutes ces réformes menées depuis une quinzaine d'années? Quelle devrait être la stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Quelle devrait être la stratégie pour les 10 prochaines années? Sur quoi est-ce qu'il faut vraiment se concentrer? Et pour approfondir cette question, est-ce qu'il s'agit uniquement de lever des freins qui existent encore du côté des entreprises pour créer des emplois? Quels sont ces freins? Est-ce qu'il s'agit de lever des freins du côté des salariés, des travailleurs, pour retourner vers le marché du travail? Et quels sont ces freins? Ils ne sont pas forcément uniquement financiers, ils peuvent être aussi non monétaires. Voilà quelques-unes des questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Peut-être aussi, Stéphane, faire un petit point. Pourquoi, en fait, la France, tu l'as un peu esquissé, mais est si éloignée des autres pays? Tu disais que dans les autres pays, on était au plein emploi. C'est vraiment une exception française ? Non, ce n'est pas une exception française, mais il y a quelques pays, effectivement, notamment du bassin méditerranéen, qui ne sont pas au plein emploi, qui partagent le même constat que la France. En France, en particulier, il y a deux sujets. La France est plutôt assez bonne dans l'inclusion sur le marché du travail des personnes entre 25 et, je dirais, 50 ans. Là, le taux d'emploi, il est comparable à celui du Danemark. D'accord ? Donc, on est au top. La France est plutôt très bonne en matière d'égalité homme-femme en termes de participation du marché du travail, pas en salaire, hein, mais en participation des femmes au marché du travail. On a encore quelques progrès, mais quand on regarde l'écart de la France par rapport aux autres pays, notamment par exemple l'Allemagne, on est bien mieux situé. Le problème se situe aux deux extrémités de l'âge de la vie active, chez les jeunes et chez les seniors. Chez les jeunes, on a un écart de taux d'emploi de 20 points avec l'Allemagne. On a une part des 15-25 ans en emploi de 35%. On est à 55% en Allemagne. Chez les seniors, chez les plus de 60 ans, par exemple, le taux d'emploi a beaucoup augmenté. À la suite des réformes des retraites notamment. On est passé à 40% en Allemagne, on est à 60% de taux d'emploi entre 60 et 65 ans. Donc c'est vraiment ces deux groupes pour lesquels on a un déficit d'emploi. Et le dernier groupe sont les personnes qui sont peu qualifiées. On a fait beaucoup de progrès, mais restent encore assez exclus du marché du travail. Et le chômage de longue durée qui a diminué pourtant, hein, on ne peut pas dire que les choses ne soient pas améliorées, qui a diminué, et surtout le fait de ces personnes faiblement qualifiées. Alors, on entend souvent en France que les gens... alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est culturel? On entend souvent en France que les gens ne veulent pas travailler. Je me tourne vers vous, François Aumeril, vous qui représentez les salariés. Est-ce qu'en France, il y a une exception? Les gens ont un rapport au travail différent, mettent plus de temps à retrouver un travail parce qu'ils ne cherchent pas vraiment? Bonjour. Non, tout ça, évidemment, c'est du fantasme absolu. Au-delà des chiffres, je crois quand même qu'il faut rappeler une chose, c'est que l'évolution positive du taux d'emploi en France, c'est quand même un effet majoritairement conjoncturel. Et que les autres pays en Europe et dans l'OCDE, eux aussi, ils ont eu cette amélioration. Et qu'au passage, toutes les réformes qui ont été faites, la réforme du droit du travail, etc., enfin bref, tout un tas de trucs qui ont contribué finalement à rendre plus difficile la vie des gens vis-à-vis du travail, à organiser la compétition économique contre la compétition sociale, finalement, ça n'a pas eu plus d'impact que dans les autres pays où on n'a pas forcément fait avec cette grande intensité. Un tout petit mot sur cet écart avec l'Allemagne, sur le taux d'emploi. Il faut quand même avoir en tête que les réformes d'il y a une quinzaine d'années, je crois, en Allemagne, qui ont contribué à développer les emplois de très faible valeur, les emplois de très peu de temps, ça aussi, ça joue beaucoup sur le différentiel. Je ne vais pas m'étendre sur le dispositif de la formation professionnelle qui coûte un argent fou et qui produit une valeur économique extrêmement médiocre. Moi, je veux démonter, mais de façon définitive, un lieu commun absolu qui est manipulé par tout le personnel politique, droite et gauche confondus, qui tendrait à nous dire que c'est parce que nous avons un dispositif d'indemnisation du chômage que les gens sont peu motivés à retrouver un emploi. Ça, c'est vraiment le plus gros mensonge depuis une bonne quinzaine d'années, voire au-delà, qu'on nous inflige en permanence. Ce mensonge est scientifiquement totalement contredit.
Par deux choses. Alors la chose la plus simple, c'est qu'il y a aujourd'hui entre 5 et 6 millions de personnes qui sont, on va dire entre guillemets, sous différentes formes demandeurs d'emploi, et il y en a à peine un peu plus de 2 millions qui sont indemnisés. Je viens de vous démontrer mathématiquement que le niveau d'indemnisation n'a rien à voir avec la volonté ou l'entrain à retrouver un emploi. Mais par ailleurs, il existe des études. Je veux citer ici Bruno Coquet, qui est chercheur à l'OFCE et professeur à Sciences Po, qui est un des experts en France du sujet et qui nous démontre, tout chiffre à l'appui, que ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire la valorisation du nombre de personnes qui ne seraient pas, parce qu'ils sont indemnisés, motivés à retrouver un travail, c'est moins de 10%. Et donc, il faut arrêter avec ça. Le système d'assurance chômage, qui par ailleurs, pour le coup, qui est très différent dans d'autres dispositifs en Europe, n'est pas forcément plus généreux et qui par ailleurs est financé sur les cotisations des salariés eux-mêmes, n'est pas un obstacle à retrouver un emploi. C'est démontré. Donc ce qui est un obstacle aujourd'hui à retrouver un emploi, on y reviendra après, c'est tout un tas d'autres dispositifs qui sont relatifs notamment à la mobilité sociale et géographique, mais je pensais important dans ce début de débat de rappeler ces éléments-là. Alors justement, la mobilité géographique, on voit que c'est quand même difficile en France de l'organiser, ça fait partie souvent des freins. Christelle Morancet, vous êtes donc la seule élue sur ce panel. Vous êtes donc à la tête d'une grande région. Comment on arrive à faire venir des gens? Est-ce qu'on travaille par bassin d'emploi? Quelles sont peut-être vos clés, vous, pour faire baisser le taux de chômage dans votre région? Bonjour à tous, à la tête de la plus belle région de France. Ravie d'être à vos côtés. Peut-être un préambule avant de vous répondre et pour réagir peut-être à vos propos. Il y a un enjeu essentiel en France, c'est de remettre la valeur travail au cœur de nos débats. Pour moi, c'est quelque chose, un préambule essentiel, et qu'aujourd'hui, travailler, pour les travailleurs, c'est le coût d'aller travailler doit être supérieur à rester chez soi. Je le dis très, très simplement. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je pense que les aides sociales, elles ne doivent pas être supérieures à la valeur d'un SMIC à hauteur de 50 ou 60%. C'est un peu radical, mais je pense que c'est important aussi pour ramener les gens au travail. C'est tout le débat sur le coût du travail, oui, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et l'enjeu aussi de l'indemnisation chômage. Moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, l'indemnisation chômage aujourd'hui en France, la durée est trop longue et on devrait avoir une variable en fonction du taux de chômage, en fonction des périodes. Il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées, une période un peu plus longue d'indemnisation et quand on est sur un marché extrêmement tendu en termes d'emploi, d'avoir une réduction. Je pense que ça, c'est un préambule. Il ne faut pas avoir un côté tabou sur ces questions-là. Je suis désolée, mais la période Covid ne nous a pas aidés. Si vous voyez les restaurateurs aujourd'hui, ils ont un mal fou à recruter parce que notamment les gens ne veulent plus travailler les week-ends. Vous avez également les 35 heures où aujourd'hui quand même en France, on est le pays où on travaille le moins. Il faut rappeler quand même, avant de distribuer la richesse, l'enjeu c'est de la produire. Et ça passe par le travail. Parce que notre modèle social aujourd'hui repose sur le travail. Après, pour revenir sur ma région, moi j'ai renversé la table il y a 3 ans. Notamment les régions ont comme compétence la formation des demandeurs d'emploi. Et donc, on avait des formations dites qualifiantes, donc qui mènent vers l'emploi. Et le taux de retour à l'emploi était de 60%. Mes équipes me disent, on a le meilleur taux au niveau national, sachant que moi, je suis à la tête d'une région où le taux de chômage est le plus faible de France. Il n'y a pas une journée où les chefs d'entreprise m'interpellent, et quels que soient les secteurs, sur leurs difficultés de recrutement. Et je leur ai dit, mais que font les 40% restants quand on a une telle tension? Et donc, on a renversé la table, c'est-à-dire qu'on a mis un nouveau modèle de formation, parce que les organismes de formation, en effet, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui est mis sur la table, que ce soit de l'État ou des régions, mais il faut que ce soit de l'argent utile pour l'emploi. Et donc, un emploi et une formation, c'est qu'on part du besoin de l'entreprise et on forme en fonction de son besoin, et non pas au niveau des organismes de formation, qui a totalement changé le logiciel des organismes de formation. Parce que leurs clients aujourd'hui, c'est plus la région, même si on finance. Leurs clients aujourd'hui, c'est les chefs d'entreprise. Et ça, c'est pour moi un préambule essentiel. Donc ça, c'est côté demandeur d'emploi. Et puis, il y a un autre levier qui est extrêmement important, et notamment, vous l'avez évoqué, avec le taux de chômage des jeunes, c'est la formation initiale. Il y a une réforme qui a été engagée, mais qui n'avance absolument pas, c'est la réforme du lycée professionnel, de revoir la carte des formations.
Et dans le monde académique, il n'y a pas le monde académique d'un côté et le monde économique de l'autre. On doit créer beaucoup plus de liens, notamment en termes de plateaux techniques, et surtout mettre en place des formations, là encore, qui correspondent aux besoins des entreprises. Arrêter de former des jeunes où on les envoie vers des voies de garage. Et puis valoriser bien évidemment les métiers avec cet enjeu d'orientation. Bon, alors si on vous écoute, les solutions, c'est baisser le coût du travail, ou en tout cas faire en sorte de revoir le coût du travail, et puis peut-être accélérer sur la réforme, par exemple, des lycées professionnels ou de la formation. Justement, qu'en pensent les employeurs? Alors vous êtes un peu vous faites la rencontre entre les employeurs et les salariés, ceux qui cherchent. Qu'est-ce que vous observez, vous? Est-ce que cette valeur travail, elle a réellement disparu? Est-ce que les gens veulent plus bosser le week-end, des horaires différents, ou est-ce que les chefs d'entreprise sont démunis face à des attentes de salariés qu'ils ne peuvent pas combler? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous observez? Merci. Bonjour à toutes et tous. Nous, ce qu'on observe, c'est 3 constats, une conviction auquel on se prépare et les 2 questions que ça nous pose dans nos activités. Le premier constat, c'est que, et on le voit cette année, quand on a un produit intérieur brut qui cale, en ce moment il est annoncé, et là je me tourne vers Stéphane, je crois aux alentours de 0,5 pour l'année 2025, on est habitué à avoir un taux de chômage qui remonte, et ce n'est pas le cas. Il est à 7,5, peut-être 7,7 à la fin de l'année. Donc ça dit quelque chose sur des modifications structurelles du marché du travail. Le deuxième constat, c'est que quand on regarde les éléments démographiques, on sait, sur un horizon moyen terme, qu'on s'engage sur une pénurie durable de talents. Vieillissement de la population. Je veux juste citer un point, parce que c'est en 2023, vous avez 6 millions de personnes qui ont plus de 65 ans. En 2050, c'est x2, dont je crois que je ferai partie, avec 12 millions. Voilà. Donc ça dit des choses structurellement sur le marché du travail. Et puis le troisième constat que je voudrais partager, c'est qu'en fait, le plein emploi, c'est quelque chose que l'on connaît déjà d'une certaine manière. Et comment on le connaît? On le connaît géographiquement sur un certain nombre de zones. Je voudrais juste prendre un point de repère. Si vous prenez les départements français sur le premier trimestre 2025, vous en avez 27 dont le taux de chômage est inférieur à 6, pratiquement un tiers. Et à l'inverse, ceux sur lesquels le taux de chômage est supérieur à 10%, vous en avez 10. Donc il y a des endroits de France, et vous l'avez évoqué, où en réalité le plein emploi, on commence à voir ce que ça veut dire. On a aussi des situations qui s'approchent du plein emploi sur un certain nombre de métiers ou de filières. Vous avez cité l'hôtellerie, la restauration. On pourrait citer aussi toute une série de métiers, les métiers du soin, tous les métiers qualifiés dans l'industrie. Je ne parle pas des métiers d'ingénieurs, hein. Soudeur, chaudronnier, tuyauteur. Ça fait 20 ans que c'est comme ça. Oui, mais ça ne va pas s'arranger. Voilà. Même chose dans le bâtiment. Hein. Tous les métiers qualifiés du bâtiment, que ce soit en travaux publics, en gros œuvre ou en seconde œuvre, ce sont des métiers sur lesquels en réalité la situation de plein emploi, on la connaît. Alors du coup, nous, la conviction qu'on a, c'est qu'on va vers une société du plein emploi. La question, et les 2 questions qui se posent, c'est à quelle vitesse? Et là, on peut agir. Le sujet de la mobilité géographique, vous l'avez évoqué, est déterminant. Je voudrais juste prendre 2 exemples. Vous prenez le taux de chômage à Carhaix. Pardon, j'ai pas pris les Pays de Loire, j'ai pris la Bretagne. Carhaix, c'est 7,3. Vitré, c'est 4. Entre ces 2 villes, j'ai vérifié ce matin sur le Via Michelin, pardon pour la pub, c'est 2h30 de voiture. 2h30 de voiture, vous ne pouvez pas le faire dans la journée. Donc la question, ça va être le logement. Et quand on regarde évidemment le coût du logement, à Carhaix, c'est 1 300 € du mètre carré si vous voulez acheter en moyenne. Quant à Vitré, c'est 2 500 €. Donc évidemment, j'habite Carhaix, je veux aller bosser à Vitré et je veux déménager, j'ai un sujet économique. Donc là se pose vraiment la question de la mobilité géographique. Et le deuxième sujet, ça a été évoqué, qui est déterminant, c'est l'attractivité de toute une série de métiers et donc la façon dont la formation va répondre à ça, parce qu'il y a des opportunités, mais il n'y a pas assez de candidatures. Voilà. Donc je crois que, pour simplement terminer mon intervention, on va vers une société de plein emploi. Je crois qu'il faut s'y préparer. Ça nous dit des choses sur l'avenir. La question, c'est à quelle vitesse on veut y aller. Alors Arnaud Gangloff, vous êtes d'accord sur ce constat? On va vers une société du plein emploi. Vous l'observez, vous? Alors même si vous êtes sur un type de métier, est-ce qu'il y a du plein emploi chez vous? Oui, il y a du plein emploi chez nous et on le voit aussi chez un certain nombre de nos clients. Avec des préoccupations, je reviens sur l'activité senior. On travaille aujourd'hui sur une banque qui se retrouve avec 30% de ses effectifs à plus de 55 ans d'ici 3 ans. Et qui commence à se préoccuper de la manière de l'occupation de cette population de 55-60. Et il y a certainement les besoins des chefs d'entreprise, mais il y a aussi le besoin de la population en question, et être capable de faire converger
ce qu'est le besoin de cette population, en particulier une certaine lassitude sur des métiers de front, et avec l'absence dans la banque d'un nombre suffisant de métiers, plutôt de back-office, trouver des éclairages pour ces populations-là. Donc oui, moi déjà, premier point, on voit que des sujets qui n'étaient quand même moins présents reviennent et passent par le fait que à la fois les talents et les compétences des seniors en particulier deviennent un sujet. Moi, si je me place sur une échelle un peu plus micro, qui sont les entreprises pour lesquelles je travaille, je trouve qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce de cette question de l'emploi qui est l'intelligence artificielle. Parce que je pense que la question, c'est peut-être d'aller sur la société du plein emploi. Je pense que c'est surtout aller sur la société du plein bon emploi. Et là, on a un petit sujet avec cette question. Premièrement, on ne sait pas trop. Oui, si je cite Philippe Aguillon du Cercle, c'est entre 18 et 68% des métiers qui vont être impactés. Donc ça fait quand même ça fait flipper quand même. Un panel assez large. Et on peut le regarder de manière assez anxiogène en associant à cette question des 18 à 68% le fait que par l'autonomisation, on va supprimer ces métiers-là. Nous, on n'adhère pas du tout à ça. On n'adhère pas du tout à cette vision. Alors, il ne faut pas être angélique. Vraisemblablement, 25% des emplois vont être effectivement notablement percutés. Et là, on revient sur les questions de conversion et de formation qu'on a évoquées. Il y a certainement beaucoup de créations d'emplois qui vont être associées. On pourra y revenir. Mais ce qui nous paraît, nous, le plus intéressant, c'est comment on va pouvoir, au travers de l'IA, créer de l'hybridation et d'enrichir les métiers. Est-ce qu'il y a des métiers déjà où ça apparaît, vous pourriez nous citer en exemple? Je vais vous prendre un cas compliqué. Alors ça nous gratte un peu à Aix parce que c'est peut-être une des premières révolutions industrielles qui va toucher ce qu'on appelle les cols blancs quand même. Alors moi je suis aux premières loges de ça parce qu'il y a des tas de gens qui m'expliquent que le métier du conseil est un métier qui va être fortement percuté. Voilà, et un certain nombre de mes illustres compétiteurs écrivent par exemple le fait qu'ils vont baisser 20% de leurs effectifs parce qu'ils n'ont plus besoin de jeunes consultants. Nous, on n'adhère pas du tout à cette vision des choses. Le jeune consultant, il est absolument impératif dans un métier de conseil dès lors qu'on prend le temps de réfléchir ce à quoi il sert fondamentalement. La partie modélisation analytique qui représente 30 à 40% de son temps dans une semaine. Et si là, on peut l'aider à faire plus efficace, à aller plus vite, à être plus percutant et pertinent dans les clients, bien, on ne va pas s'en priver. Aujourd'hui, ils ont déjà une dizaine d'outils IA qui leur permettent d'être plus efficaces. Et la bonne nouvelle, c'est que si je leur fais gagner 15 à 20% de ce temps-là, ils le passent avec les clients. Et nous, notre sujet aujourd'hui, c'est les transformations en entreprise. Et ces consultants, ils servent à travailler avec les équipes, ils servent à la maïotique, ils servent à la conduite du changement. Nous, nos consultants, c'est les premiers agents de changement de l'entreprise. Voilà. Et donc, je pense que c'est plutôt un bénéfice de regarder ça sous le plan de l'hybridation et de regarder la capacité à compléter cette valeur ajoutée. Il y a un point, et je finirai là-dessus, je lutte contre cette idée de l'automatisation et de la destruction par l'IA au service de l'hybridation, avec un point d'alerte qu'un chercheur du MIT, David Hatton, je trouve, modélise très très bien, qui est au travers de la compétence tacite et la capacité à continuer à se faire plaisir au travail. Et là, je pense que c'est un point de vigilance. Il ne faudrait pas que, comme le disait Charlie Chaplin dans les temps modernes, je passe de je vise à je prompte. Il va quand même falloir garder de la valeur ajoutée dans les métiers. Et on parlait tout à l'heure de la valeur travail. Il y a certainement les facteurs économiques qui ont été cités par les personnes ici. Moi, j'en rajouterai une, c'est que la valeur travail, elle passe certainement dans la capacité à produire les résultats attendus du travail. Mais je pense qu'il y a une valeur absolument essentielle, qui est le plaisir de chacun à l'exercer. Et je pense que c'est le rôle des chefs d'entreprise de regarder cette valeur travail sous cette double facette pour que ça ne s'étiole pas dans le temps. Alors, oui, vous vouliez réagir, François Moril, sur cette valeur travail et ce plaisir au travail? Ouais, je vais réagir de façon très brève. On a parlé du travail le dimanche. Personne ne travaille le dimanche par plaisir. On est d'accord là-dessus? C'est volontaire. Pourquoi on va travailler le dimanche? Parce que c'est mieux payé? C'est pas compliqué quand même. Donc la valeur travail, moi je veux bien. Mais il faut parler aussi valeur du travail. Comment on le valorise et comment on le rémunère. Alors ça revient sur le coût du travail peut-être. Stéphane, si tu veux en dire un mot sur le coût du travail en France, est-ce qu'il est vraiment, puisque ça a l'air d'être un des points un frein à l'emploi, est-ce que c'est vraiment là aussi une spécificité française, ce coût du travail? Alors, non. Je ne pense pas que ce soit le cœur du problème actuellement en France, parce que le coût du travail, c'est vraiment un problème pour les personnes peu qualifiées.
Et la France a fait des efforts absolument énormes en matière de réduction de coût du travail pour les peu qualifiés, avec les allègements, le CICE, le pacte de responsabilité, j'en passe. On est à 90 milliards d'aides publiques sur ce sujet. Et en fait, on dépense probablement trop et pas de manière assez ciblée là-dessus. Le sujet, pour les années qui viennent, c'est la formation initiale et la formation continue et l'adéquation avec les besoins des entreprises. C'est ce que vous disiez. Je crois que c'est vraiment le cœur du sujet. Ce qu'on observe en France chez les adultes, dans les enquêtes OCDE, une enquête qu'on fait chaque 5 ans qui s'appelle PIAC, l'enquête sur les compétences des adultes, c'est que le niveau de compétences des adultes baisse en France, en lecture, en compréhension des textes, par exemple, en résolution de problèmes, en situation dans un contexte numérique. Elle baisse. Alors, c'est vraiment un sujet hyper important, notamment parce que, en fait, pour être capable de mobiliser les seniors, il va falloir aussi leur faire changer de métier. On a aujourd'hui un taux de formation des seniors parmi les plus bas des pays de l'OCDE. On n'a que 20% des seniors en France qui bénéficient d'une formation chaque année contre 40% des personnes entre 20 et 40 ans. Et ça fait partie des taux de formation parmi les plus bas. On est à des taux de formation de 60% en Norvège, de 60% aux États-Unis. On ne pense pas à ça, mais de 60% aux États-Unis. Et donc on a vraiment un sujet formation des adultes très important. Et ça n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de méthode. Parce qu'en termes de moyens sur la formation professionnelle, on dépense énormément d'argent aussi, à la fois public et privé. Quand on associe les deux, public et privé, on a plus de 35 milliards d'euros de formation. C'est pratiquement autant que le budget de l'éducation supérieure et de la recherche. Donc c'est un problème de méthode et de ciblage sur les personnes qui en ont vraiment besoin. Idem chez les jeunes, juste laisse-moi terminer là-dessus, parce qu'en fait le problème est vraiment le même. Chez les jeunes, on a une augmentation du nombre de jeunes qui, dans les enquêtes PISA que vous connaissez bien, qui ne maîtrisent pas les 3 domaines de lecture, mathématiques, résolution de problèmes, une augmentation des très mauvais, et, fait nouveau pour la France, une baisse de la part des plus performants. C'est-à-dire que notre système éducatif décroche. On avait tendance à dire qu'on avait un système élitiste qui générait beaucoup. Les plus performants s'en sortaient, quoi. On avait beaucoup de pertes en bas et on lâchait beaucoup de jeunes qui décrochaient, qui étaient très mauvais, mais on générait une part de jeunes très très bons plus élevée. En fait, la part baisse aujourd'hui aussi dans le système éducatif. Donc formation initiale aussi. Extrêmement important de remettre l'accent sur cette formation initiale et donc mécanisme d'antidécrochage super important, apprentissage, c'est une grande réussite, c'est très bien, on recalibre, mais qu'est-ce qu'on fait des jeunes dans les lycées professionnels? Il y en a beaucoup plus que des apprentis, enfin en tout cas au moins autant. Il faut aussi les tourner vers l'entreprise et associer mieux les formations à celles de l'entreprise. Donc je voudrais dire que s'il y a peut-être un élément sur lequel il faut vraiment miser aujourd'hui, c'est pas tellement la question du coût du travail. Sur les incitations à reprendre le travail, on peut peut-être en discuter, mais pour moi, l'élément le plus important, c'est l'accès à la formation, aux compétences, à la fois chez les jeunes et les seniors, qui sont les 2 groupes d'âge pour lesquels, en fait, en France, on a un vrai décalage et qui explique pourquoi on n'atteint pas le plein emploi. Christelle Morancet, vous voulez peut-être réagir justement, puisque vous, sur la question de la formation, vous dites on a changé de modèle, certes pour le recrutement, mais sur la formation aussi. Vous vous êtes dit c'est pas possible, il faut qu'on intervienne. Oui, moi je rebondis sur vos propos, je suis entièrement d'accord. Alors l'accès à la formation aujourd'hui, il existe. Maintenant, il faut juste le rendre lisible et qu'il soit beaucoup plus opérationnel. Le problème de la formation ou même de l'emploi en général, c'est le système français, c'est que tout le monde s'en occupe. Il y a l'État, il y a les régions, vous avez les Cap Emploi, les territoires, etc. Ça donne une armée mexicaine et qui rend absolument pas lisible l'offre à la formation. Sur l'enjeu de la formation initiale et notamment des jeunes, il faut revoir totalement le modèle. Le problème des formations professionnelles, que ce soit l'apprentissage ou le lycée professionnel, il n'est pas valorisé en France. C'est pour les jeunes, vous réussissez pas à l'école, vous allez en apprentissage ou en lycée. Changé quand même. Non, ça n'a pas changé parce qu'on parle de l'apprentissage qui a bondi, mais il a bondi sur pas les niveaux infra-bac, post-bac, au niveau de l'enseignement supérieur. Et ce qui est important, c'est qu'un jeune, quand il sort de 3e, il a 18 de moyenne.
S'il a envie de faire un CAP menuisier, qu'on lui laisse la possibilité de faire un CAP menuisier. Sauf que l'éducation nationale, aujourd'hui, ne l'orientera pas vers cette voie-là, l'orientera vers la voie générale. Et donc, il faut revoir totalement cette idéologie, pardon d'employer ce terme-là, mais de revoir cette idéologie, notamment au niveau des professeurs, des parents également, et revaloriser justement cette voie d'excellence. Moi, je le dis régulièrement, l'apprentissage ou la voie professionnelle, c'est le plus court chemin vers l'emploi. Il n'est pas valorisé comme il peut l'être en Allemagne, comme il peut l'être en Suisse, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans notre ADN. Et donc là, il faut revoir tout ce système, et puis faire en sorte aussi que ces formations, on doit bien évidemment les mettre en... Enfin, ces métiers manuels, on doit les mettre en valeur. Et l'enjeu de l'orientation, il est essentiel. Là encore, système bien français, l'orientation, double compétence, État et région. Il y a un moment, il faut vraiment clarifier les compétences des uns et des autres. Et puis sur l'enjeu de l'orientation, c'est de faire découvrir les métiers. Moi, j'ai mis en place au sein de ma région le Big Bang de l'emploi, qui a un double objectif, c'est de valoriser les métiers, mais d'une manière... on va dire innovante, notamment pour les jeunes, pas avec des petites brochures ou des manches debout pour parler et puis avec des adultes qui viennent parler aux jeunes, mais plutôt des choses avec des casques à réalité virtuelle où vous êtes en immersion totale dans une usine pour montrer que les usines aujourd'hui, c'est pas Germinal, mais on est sur des usines 4.0 et ultra modernes. Faire vraiment l'ensemble de cette découverte des métiers, elle est essentielle. Et puis, pour rebondir sur la formation continue, là encore, c'est pas en France, on n'est pas habitué à se former tout au long de la vie. Bien évidemment, pour les demandeurs d'emploi, les orienter vers ces métiers qui recrutent, mais même les salariés. D'avoir la formation des salariés, notamment la montée en compétences, elle est essentielle. Et je pense qu'on est le pays aujourd'hui qui formons le moins. Donc il y a vraiment, je pense que c'est un reset total parce que l'argent, elle est là. Il y a énormément d'argent sur la table. Le problème est qu'elle est mal redistribuée et mal orientée, j'ai envie de dire. Benoît Dérény. Je voudrais rebondir sur la formation, mais juste avant ça, je voudrais revenir sur le coût du travail. Je pense qu'il faut quand même être relativement prudent dans la séquence actuelle. On a des incertitudes majeures sur les fameux tarifs. Et moi, je vois à travers toutes les entreprises à laquelle on travaille une position d'attente et probablement, potentiellement, des arbitrages sur des lieux de production pour des groupes internationaux. Donc il faut faire quand même attention sur le coût du travail et ne pas créer un déséquilibre dans un contexte où manifestement les barrières douanières vont bouger et sur lequel la question qui est posée pour toute une série de groupes, c'est où j'achète, où je produis, où je vends, à partir du moment où ils jouent sur une échelle planétaire. Donc, et le coût du travail n'est pas la seule composante, mais c'est évidemment une des composantes d'arbitrage. Je voudrais revenir sur la formation et je partage entièrement ce point de vue. Je crois qu'on a un sujet de complexité sur les dispositifs de formation. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on en entend parler et France Compétences devait aider. C'est presque une science. Je veux dire, nous, on forme 30 000 personnes par an. Et on a des équipes spécialisées pour arriver à maîtriser la technicité de ces différents dispositifs et leurs échelles, qui sont à toute une série d'échelles, pour choisir les meilleurs dispositifs par rapport à un besoin qui, au départ, est généralement assez simple. Voilà. Donc il y a un sujet vraiment de simplification et de complexité, il y a des moyens, mais la complexité fait que, pour les employeurs, c'est pas simple. Et donc nous, ça nous arrange à la limite, mais pour nos clients, ils ont besoin d'aide, manifestement. Et le deuxième sujet, je pense que c'est fondamental, c'est on a une politique de la formation en France, et Bruno Coquet le cite, vous l'avez cité tout à l'heure, qui a consisté grosso modo à dire il faut allonger les temps d'études. Mais allonger les temps d'études, c'est pas une stratégie. Le vrai sujet, c'est de se caler sur les besoins du marché du travail. Et les besoins du marché du travail, ce sont des métiers qualifiés de la main, sur lesquels il y a des perspectives, et sur lequel, en plus, l'IA va jouer en disrupteur. C'est-à-dire que ces métiers-là vont monter en qualification. On a besoin de former des jeunes là-dessus et de les orienter, et pas forcément de tirer le nombre d'années d'études, mais au contraire de rendre ces métiers attractifs, parce qu'ils sont passionnants, ils sont divers, et ils vont avoir des innovations technologiques. Donc la formation a un rôle déterminant en formation initiale par l'attractivité et ensuite en formation continue. Non, je voulais juste réagir sur tout le monde s'en occupe, personne s'en occupe, je partage à ça. Et il y a certainement l'État, la région. Moi, l'acteur, je trouve quand même le plus percutant, c'est l'entreprise.
Et je pense que la vraie question, c'est l'effet que les salariés d'entreprise soient préoccupés de leur formation et que les entreprises soient préoccupées de la formation de leurs propres salariés. Et déjà, si on fait ça, on fait un grand pas. Et moi, je suis marqué par la capacité des gens qui sont en tension aujourd'hui, on parlait d'un certain nombre de métiers ou d'un certain nombre de territoires, de se préoccuper de cette question. Un des plus beaux exemples, je trouve, il n'est pas chez nous, il est en Allemagne, c'est la Deutsche Bahn. La Deutsche Bahn, aujourd'hui, elle a besoin de gens pour surveiller les voies, de chaudronniers, dans des régions où ils ont du mal à trouver la l'emploi. SNCF allemande. La SNCF allemande, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ils sont certainement appuyés sur tous les dispositifs disponibles, n'empêche qu'ils se sont dit, on va s'en occuper nous. Voilà. Et donc, en fait, ils ont un dispositif de recrutement qui n'a plus rien à voir avec le précédent. Leur sujet, c'est de recruter. Et en même temps, on voit de plus en plus d'entreprises, alors ce sont souvent des grands groupes qui mettent en place leur propre école de formation. Oui, mais je pense qu'ils ont raison, parce qu'ils collent à leurs besoins, grand 1. Et deuxièmement, ils assument qu'à un moment donné, les mieux à même de former les gens dont ils auront besoin, c'est eux. Et je trouve qu'il y a un sujet qui est très intéressant, je reste sur 2 minutes sur la Deutsche Bahn, c'est que ça a changé notablement le profil des gens qu'ils recrutent. C'est-à-dire? Mais on s'attache à recruter des plus jeunes, on s'attache à recruter des plus seniors, on s'emploie à recruter des gens au travers de l'inclusion, la diversité, d'accord? Parce que ce qui les intéresse, c'est les gens qu'ils recrutent. D'accord? Pas forcément des formations longues ou des formations, c'est les gens qu'ils recrutent. Et ils ont la responsabilité, ils prennent en charge le fait de leur former au métier dont ils ont besoin. Et moi, je pense que l'entreprise a un rôle clé à jouer dans tout ce qu'on vient de dire sur la formation. François Omril, l'entreprise, elle joue le jeu ou pas sur la formation, selon vous? Ah oui, mais ça c'est très clair. Alors j'ai été, pour ma part, il y a 15 ans, secrétaire national à la formation professionnelle à la CFE-CGC. Je dois vous dire que depuis 15 ans, c'est toujours le même refrain que j'entends. À chaque alternance politique, arrive une nouvelle majorité qui nous dit la chose suivante. La formation, ça coûte cher, c'est le bordel, on n'y comprend rien, on va tout réformer. On a connu 5 réformes de la formation professionnelle qui étaient toutes d'initiatives politiques. Toutes. Bon, Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui? Ça partait d'un bon sentiment. Ça part toujours d'un bon sentiment, a priori. Moi, je peux témoigner que ce n'est pas toujours le bon sentiment. En fait, l'initiative politique au niveau national, bien sûr, je veux dire, d'ailleurs, pour tout vous dire, que je suis assez d'accord avec le fait que, s'agissant de la formation professionnelle et des coûts engagés, c'est en général les initiatives de terrain qui sont les plus productives et les plus constructives. Moi, je pense qu'il y a un malentendu. Et je vais mettre en regard la formation professionnelle, le logement et la famille. Vous allez dire, c'est bizarre, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir, en fait. Ce sont des politiques nationales pour lesquelles la question se pose de savoir quel est l'objectif. Il s'agit de politique publique, pour le coup. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est un objectif économique, de développement économique, de compétitivité économique, ou est-ce que c'est un objectif social? Et vous voyez que mon exemple, il peut s'appliquer tout autant sur le logement. Est-ce que l'objectif, c'est de faire du social avec le logement, ou c'est de réunir les conditions nécessaires à ce que des gens puissent aller d'un département à l'autre et ne pas avoir à supporter tous les coûts économiques du logement pour leur seule initiative, et pareillement pour la famille. Je pense que chacun peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que la politique familiale est financée par une cotisation sur les salaires, dès l'instant que ça n'a plus aucun objectif économique. On voit bien d'ailleurs pour le coup, si ça en avait, ce ne serait pas très réussi, puisque la natalité continue de baisser. Alors vous voyez que là, on a une vraie problématique. Et je pense que problème, ça, c'est une problématique qui est actuellement dans le débat entre syndicats, patronat, gouvernement. Mais la question, elle est là. Et le problème qu'on a sur la formation professionnelle, moi je peux en témoigner, c'est que les 5 réformes qui sont écoulées depuis 2010, elles ont eu pour objectif, petit 1, d'augmenter le marché de la formation. Il fallait que ça devienne un marché pour que les opérateurs de la formation, c'est-à-dire les entreprises qui font de la formation, ils aient une plus grosse part de gâteau. Très clairement, c'était l'objectif dans la création du CPF. Deuxièmement, l'objectif social. Dire aux gens, ah là, vous avez raté la case formation initiale, mais tout va bien, grâce au CPF et à la formation professionnelle, eh bien, vous allez pouvoir vous réinvestir dans une forme de compétitivité individuelle dans le marché de l'emploi. Bullshit total. Le seul truc qui fonctionne aujourd'hui, pour le coup, c'est la formation qui est liée à l'emploi qui est disponible dans l'entreprise. Et bizarrement, là où ça existait à travers le plan de formation, ça on l'a supprimé. Parce que ça, effectivement, ce n'était pas totalement open. Ça ne créait pas un marché en tant que tel. Nous, on pense à la CFE-CGC
qu'il faut toujours avoir en tête, s'agissant de la formation aux professionnels, l'efficacité économique. Alors, c'est quoi l'efficacité économique? Eh bien, c'est les moyens par lesquels vous venez promouvoir l'investissement, mais dans l'entreprise, sur des situations professionnelles, sur des investissements physiques, eh bien, l'investissement sur les personnes qui vont pouvoir déployer un parcours de carrière, faire un mouvement de progression grâce à ça, et incarner quelque chose du mouvement de progression économique de l'entreprise et donc de l'ensemble de la société. Stéphane? Non, sur la formation, je pense que pourquoi c'est vraiment central pour l'emploi, parce en France, mais je pense aussi dans la plupart des pays développés, on est en train de passer d'un modèle où en fait on avait une pénurie d'emploi à un modèle où on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Le vieillissement démographique fait basculer vraiment le monde vers une pénurie structurelle de main-d'œuvre qualifiée. Et la formation est vraiment, du coup, va être vraiment au cœur de la solution. Je pense que, pour revenir sur les réformes qu'ont réalisées la France, le compte personnel de formation, c'est un outil incroyable. La France a fait une réforme incroyable en créant cet outil, qui a été un vrai succès public, en fait. Les gens s'en sont vraiment emparés, et y compris les moins qualifiés. Il y a 16% des bénéficiaires aujourd'hui du compte personnel de formation qui n'ont aucun diplôme, 21% qui ont un diplôme professionnel, donc ils l'ont utilisé. Le problème, c'est le manque de coordination avec les autres dispositifs. Le fait notamment que les employeurs ne l'utilisent pas suffisamment, ce compte personnel de formation, pour l'abonder, pour essayer de former les salariés à leurs besoins. Le fait que dans les TPE-PME, il n'y ait pas de conscience de la valorisation de la formation, de ce qu'elle peut apporter, avec un taux de formation des salariés en TPE-PME qui peut être souvent moins important. Et la coordination des acteurs, c'est ultra important. Moi, j'ai fait partie pendant 5 ans du conseil scientifique du plan d'investissement en compétences, 15 milliards. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un problème d'argent, 15 milliards. Le plan d'investissement en compétences avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de mieux cibler la formation sur les personnes qui en ont le plus besoin. Les jeunes, les seniors, les personnes moins qualifiées. Échec. Alors il y a eu plus de formation, mais plus de formation pour tout le monde. Le ciblage, échec. Pourquoi échec? Incapacité à coordonner les acteurs entre l'État, Pôle emploi, les régions, alors qu'il y avait des pactes avec les régions, incapables de coordonner les acteurs pour cibler ces publics. Deuxième objectif, cibler sur les métiers en tension. Échec. On n'a pas réussi à mieux cibler sur les métiers en tension. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'organisation et du conseil, mais je pense que quand on a des objectifs clairement définis, un paquet d'argent et des éléments de méthode, et que ça ne marche pas, il faut ouvrir le capot et aller regarder les problèmes de jeu d'acteurs et de coordination. Il y a quelque chose qui, vous l'avez mentionné, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation et dans la coordination des acteurs aujourd'hui dans la formation professionnelle, alors que c'est central pour notre économie aujourd'hui et demain. Peut-être, je peux juste raconter. En fait, moi je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire François. Quand vous citez les acteurs qui ont du mal à se coordonner, on ne cite pas l'entreprise. D'accord ? Celle qui a une conscience assez fine des besoins, c'est l'entreprise. Donc celle qui est certainement la mieux à même de s'appuyer sur ces dispositifs et de jouer un rôle d'agrégateur et de fédérateur, c'est cette entreprise-là. Moi aujourd'hui, ce que je vois autour de moi dans les entreprises dans lesquelles je travaille, c'est celles qui ont, alors malheureusement un peu les grosses entreprises, celles qui ont les moyens de s'en occuper, en fait, elles s'en occupent de mieux en mieux parce qu'elles ne cherchent pas à chercher les solutions ailleurs, elles répondent à leurs propres besoins d'emploi. On va avoir un problème sur le tissu PME-ETI, d'accord, qui, elle, a besoin de se coordonner, de travailler ensemble, parce qu'aux bornes de chacune d'entre elles, elles n'ont pas forcément ces possibilités. Mais l'intégrateur dont on parle, moi je trouve que dans tous les systèmes que vous évoquez et que vous connaissez 10 fois mieux que moi, la réalité c'est que dans vos propos, ce que j'entends pas, c'est l'entreprise. Or c'est elle qui est capable, à un moment donné, de définir le boulot dont elle a besoin aujourd'hui, le boulot dont elle a besoin demain. J'insiste, qu'est-ce qu'elle va faire à l'IA? Qu'on arrête de dire que l'IA va simplement détruire des emplois, c'est pas vrai.
D'accord, c'est pas vrai. Je pense que si on le prend un peu intelligemment, qu'il y a un projet, on est plutôt capable d'aller chercher du développement de la compétence si on s'y prend correctement. Mais débrouillons-nous pour que l'entreprise, elle catalyse un tout petit dispositif, parce que c'est elle qui est à l'origine du besoin et qui est capable de trouver des solutions. Alors l'heure tourne, on voit que le plein emploi, vraiment, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est la formation, on est tous d'accord. On va peut-être se tourner, garder un petit moment pour les questions avec la salle. Merci d'avoir un petit micro, de bien vous présenter et de bien poser une question. Peut-être mademoiselle en rose, voilà, si on peut vous faire passer un micro. Merci de me laisser la parole. Donc, Morgane Mettez bien le micro près de vous. Apprentie consultante en recrutement et étudiante en programme Grande École à Montpellier Business School. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais moi, j'aimerais voir plutôt la chose autrement que par la formation. Donc, nous voulons tendre vers une politique du plein emploi, mais dans le même temps, nos industriels se délocalisent et on constate dans certains secteurs la fuite de nos compétences à l'étranger. Donc aujourd'hui, on ne s'inscrit pas vraiment dans le cercle vertueux de Keynes. Dans ces conditions, voici ma question, comment croire à la possibilité du plein emploi sans stratégie cohérente et volontariste d'investissement public et de soutien à la demande à la manière d'une politique keynésienne finalement? Moi, je veux répondre. Allez, François Omry, il a l'air d'être... Je vais répondre. Ça fait 15 ans qu'on vide les caisses de l'État en pratiquant ce qu'on appelle une politique de l'offre. Efficacité économique, Ah non, on va pas la refaire. très médiocre. Pas Mais je vais répondre. Investissement dans la recherche publique en France, 2,2% du PIB. Investissement en Allemagne, 3,5%. En Corée du Sud, 4,5%. Emmanuel Macron, quand Trump a vidé les centres de recherche, il dit « bienvenue chez nous ». Mais ce qu'il ne savait pas, Emmanuel Macron, c'est que dans les centres de recherche aux États-Unis, il y a une grande partie de Français qui auraient voulu travailler en France et qui n'ont pas choisi la France parce que c'était des travaux trop précaires. Voilà. Donc on peut se dire que c'est le moment et qu'effectivement il y a une opportunité. Christelle Morancet, vous voulez répondre? Moi, je vais parler, vous évoquez la fuite des compétences et notamment la désindustrialisation. Moi, je ne veux plus qu'on emploie en France le terme réindustrialisation tant qu'on n'aura pas réglé le problème des impôts, la compétitivité, donc le problème des impôts des entreprises, le problème des charges et des 35 heures. Et le jour où on aura réglé ces trois problèmes, on pourra parler de réindustrialisation. Mais aujourd'hui, nos entreprises ne sont pas compétitives et c'est pour ça qu'elles vont ailleurs. Alors les 35 heures, visiblement, ne sont pas en haut de la pile de dossiers du Premier ministre, mais normalement, le 15 juillet, on doit avoir quelques éléments de réponse sur les impôts et sur les charges. Monsieur, je peux ajouter juste un élément. On peut toujours se dire, et c'est très français, en disant on n'est pas bon. N'empêche que quand on regarde l'attractivité de la France, et nous, pour travailler avec tout type d'entreprise, que ce soit des grands groupes ou des PME, PMI partout en France, ce qui revient toujours, c'est le niveau de la formation en France, et notamment les formations supérieures, la qualité des infrastructures, l'attractivité du pays, parce que c'est un pays qui est plaisant à vivre, et que quand ils ont aussi besoin de faire venir certains de leurs équipes ailleurs, et donc la France n'est pas tout à fait dernière de la classe, au contraire, il y a des sujets d'amélioration, bon, c'est vrai, mais il y a quand même de sacrés points forts. Monsieur. Oui, je pense qu'il faudrait quand même peut-être dépasser un petit peu l'idéologie. Et je crois votre question. Ma question est la suivante. Voilà, j'ai entendu parler de la valeur travail. C'est la valeur du travail, je rejoins le syndicaliste, et la valeur du travail, elle dépend de l'intérêt du salaire. Et d'autre part, la durée du travail, madame, je suis désolé, ici on affronte la réalité aux rencontres des économistes. On n'en est plus aux 35 heures, c'est fini. Elles sont dépassées depuis longtemps, on en est à 36 heures. Et quand on veut vraiment embrasser et saisir la durée du travail, il faut tenir compte des emplois précaires. Et on sait que la durée du travail est très faible. On est au niveau de la moyenne européenne aujourd'hui. L'angle mort, me semble-t-il, pour le plein emploi, c'est le partage du travail. Et là, peut-être l'idéologie de la paresse, la réduction du temps de travail, etc. Il y a des tas de gens qui travaillent 0 heure. Il y a des gens qui travaillent 13 heures et qui voudraient travailler davantage. Et je crois qu'il est temps quand même, cette réforme a été bloquée. Cette réforme, l'histoire a répandu déjà. On a créé, la durée du travail a été divisée par 2
depuis un siècle et demi, vous le savez, on a créé 14 millions d'emplois. Alors, les chiffres sont contestables. On va peut-être, madame. si vous avez la gentillesse de laisser le micro à la jeune femme qui est derrière vous pour poser une question. C'est à vous, madame. Bonjour. Merci pour cette conférence. Moi, je voudrais m'adresser à Stéphane Carcillo. Vous avez dit au tout début, vous avez souligné l'augmentation du taux d'emploi, mais parallèlement, il y a eu beaucoup de réformes au sujet des dites rigidités sur le marché du travail. Moi, ma question, c'est est-ce que augmenter le taux d'emploi doit se faire au mépris de tout, et en particulier notamment à la précarité des travailleurs et aux contrats précaires en faveur de l'augmentation du taux d'emploi? Alors, c'est versus plein emploi, qualité de l'emploi, en fait. Oui, tout à fait, c'est un vrai sujet, une vraie question. Notamment, en Allemagne, il y a les mini-jobs qui ont créé des emplois, mais avec des conditions pas très bonnes. Au Royaume-Uni, les emplois 0 heure, etc. Donc, aux Pays-Bas, beaucoup de temps partiel aussi. Ça n'a pas été le cas, ou en tout cas dans une bien moindre mesure en France jusqu'à présent. Ce qu'on observe en France, c'est qu'on n'a pas une précarisation massive de l'emploi. On a une part des CDD et de temps partiel qui reste relativement constante. En revanche, on a de plus en plus de CDD très courts, très très courts, c'est-à-dire que la part des CDD de moins d'un mois finalement augmente. Donc même si les CDD, leur part n'augmente pas, même à diminuer dans les embauches à la faveur du CDI, on a de plus en plus d'emplois très très courts dans un secteur qui pose un problème d'attractivité. C'est juste. Alors après, il faut trouver la juste balance entre ce qui permet d'augmenter le taux d'emploi parce que ça répond à des besoins très ponctuels des entreprises et la limite qui consiste à créer des parcours pour les personnes qui sont très compliquées, très hachées et qui conduisent pas vers l'emploi stable. C'est une vraie question. Allez, une dernière. Peut-être le monsieur au fond, là. Vous avez l'air très motivé depuis tout à l'heure à demander le micro. Merci de vous présenter et de poser une question. Il nous reste quelques minutes. Bonjour Arnaud, ex-enseignant et formateur. Comparativement à d'autres pays riches, à Bac+3 ou Bac+5, le travail ne paie pas en France. Je parle des enseignants, je parle des infirmières. Donc il y en a dans le public et dans le privé. Donc la question est simple. À qui donner un coup de pied dans le popotin pour que ça bouge? La question est simple, paraît-il. Moi, je vais vous dire une chose. On a parlé beaucoup du coût du travail et de la compétitivité. Il faut quand même déconstruire ce concept. Si la compétitivité d'un pays et de ses entreprises était directement liée au niveau des salaires, la Suisse serait le pays le plus pauvre d'Europe et la Roumanie le plus riche. Or, on voit bien que ce n'est pas vrai. Donc, en fait, la compétitivité, pour le coup, d'un pays, ce n'est pas directement relatif au niveau moyen des salaires. C'est même probablement l'inverse. Et en faisant le choix de la précarité salariale, en faisant le choix du soutien économique aux emplois déqualifiés, la France se prend le mur. Et moi, je suis assez pessimiste pour l'avenir si on ne renverse pas la table par rapport à ça. Au contraire, moi, je prétends qu'il faut financer l'économie en la tirant vers le haut, en payant beaucoup mieux les enseignants, en payant beaucoup mieux le développement économique, les emplois de qualité, etc. Et là, on ira dans le bon sens. Un dernier mot. Non, je voulais juste ajouter un témoignage. Dans notre groupe, on intervient dans un certain nombre de pays et on voit, c'est intéressant toujours, ce qui se passe dans des pays qui ont un plein emploi. On avait cité les 3% en Pologne ou les 3% en Tchéquie. Je remets la perspective. Pourquoi ça vaut le coup qu'on avance là-dessus avec les modifications qu'il faut faire? Parce que c'est des situations où d'abord il y a une hausse des rémunérations, forcément. C'est une situation où il y a une féminisation des postes de travail. C'est une situation où forcément vous êtes amené à ramener vers le monde du travail et donc à faire beaucoup plus d'inclusion puisqu'il y a des postes vacants. Donc il y a toute une série de bénéfices induits sur le marché du travail qui fait qu'à mon avis, pour la France, ça vaut le coup d'avancer un peu plus vite vers le plein emploi et de faire sans doute les modifications nécessaires. Dernier mot. Très rapidement, pour rebondir aux propos de monsieur, oui, il a raison, et notamment dans les métiers de santé, elles ne sont pas suffisamment rémunérées, mais la solution, c'est de baisser les charges. Aujourd'hui, pour 100 € de salaire, il y en a 60 qui va à l'État. Et donc pour ça, il faut réduire les charges, et pour réduire les charges, il faut faire des économies au niveau de notre pays. Vaste programme. Un petit mot peut-être pour terminer?
Non, je suis toujours très amateur de débats un peu macro. J'insiste, je pense qu'une partie de la solution, elle est micro, elle est dans chaque entreprise. Et je pense qu'on devrait plutôt mettre ces leviers micro au service de l'entreprise. De temps en temps, j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse. Donc si on résume, de la simplicité, du pragmatisme, donner quelques coups de pied dans des systèmes qui sont complexes, opaques et coûteux. Et Stéphane, peut-être le mot de la fin ? Écoutez, moi je pense que le plein emploi, la France va finir par y arriver. Donc je suis optimiste. Une note optimiste. Exactement. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Énormément de réformes qui, pour beaucoup, vont dans le bon sens, qu'on a vu l'augmentation du taux d'emploi très nette, que les besoins des entreprises et le rôle des entreprises vont créer encore plus de pression pour remettre le système en ordre. Donc je pense que quand la croissance va redémarrer, parce que comme vous l'avez dit, cette année on est plutôt sur 0,5, 0,6, c'est pas évident de progresser sur l'emploi avec aussi peu de croissance, mais je pense que dès que la croissance va redémarrer, on va reprendre le chemin de la baisse du taux de chômage et de l'augmentation du taux d'emploi. Eh bien écoutez, quittons-nous sur cette note positive. Merci à vous d'avoir suivi ces échanges. Merci à tous nos intervenants. Et puis on aura certainement l'occasion de reparler de ces sujets l'année prochaine aux rencontres d'Aix. Merci à vous.